À cet instant précis, à 13 milliards d'années-lumière de nous, une observation du télescope James Webb est en train de secouer les fondations mêmes de la cosmologie. Des trous noirs supermassifs anciens, brillant avec la puissance de milliers de milliards d'étoiles, mais flottant seuls dans un désert cosmique, sans aucune source de carburant autour d'eux. Selon les lois de la physique, ces objets ne devraient pas exister. Ce sont des fantômes impossibles qui brillent là où ils n'ont aucun droit d'être. Et si ces déserts cosmiques n'étaient pas seulement une anomalie du passé? Et si nous vivions nous-mêmes à l'intérieur de l'un d'eux, un bien plus grand encore? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ces trous noirs fantômes, nés à l'aube de l'univers, détiennent le secret de notre incapacité à mesurer correctement la vitesse d'expansion de l'univers. Car les preuves convergent vers une seule et même vérité. L'immense vide de 2 milliards d'années-lumière dans lequel nous vivons est la clé qui explique l'existence de ces objets impossibles et qui bouleverse tous nos calculs sur l'univers. Si vous aussi, vous aimez résoudre les plus grandes énigmes de l'univers comme un détective, rejoignez-nous dans cette enquête où nous assemblerons les pièces du puzzle. Pensez-vous que ces trous noirs solitaires et notre vide gigantesque pourraient être les premiers indices d'une nouvelle loi de la physique que nous ignorons? Partie 1. Le murmure au cœur du silence. Imaginez, au beau milieu de cette obscurité totale, infinie, là où les galaxies, ces cités titanesques de l'univers, devraient se regrouper en amas denses, l'œil le plus perçant de l'humanité dans l'espace, le télescope James Webb, a rencontré un fantôme. Il a trouvé quelque chose d'impossible. Des trous noirs anciens, brûlant en solitaire, tels des phares abandonnés au milieu d'un océan cosmique. Mais comment? Il n'y a pas de carburant pour les alimenter, pas de nuages de gaz à dévorer, pas de poussière, pas même une galaxie entière à engloutir. Il n'y a aucun voisin pour leur tenir compagnie, seulement et uniquement ce vide écrasant, ce silence qui dévore tout. Et maintenant, accrochez-vous, car c'est ici que les choses deviennent encore plus étranges. Des scientifiques ont analysé 20 ans de mesures cosmiques patientes, des montagnes de données colossales, et sont parvenus à une conclusion qui fait littéralement trembler le sol sous nos pieds. Nous ne vivons pas dans l'univers que nous pensions connaître. Ils ont découvert que tout ce que nous savions, que notre carte cosmologique, pourrait être fondamentalement erroné. Il semblerait que nous vivions à l'intérieur d'une bulle cosmique gigantesque, une poche de vide de 2 milliards d'années-lumière de diamètre, composée de presque rien. Pour que vous puissiez visualiser ce nombre, pensez à ceci. Nous savons que la lumière fait 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Eh bien, il faudrait 2 milliards d'années à un photon de lumière, voyageant à cette vitesse, pour traverser cette bulle d'un bout à l'autre. L'histoire entière de l'humanité n'est même pas un clin d'œil dans ce voyage. Nous sommes là, au beau milieu d'un néant si inconcevable. Et savez-vous ce qui est encore plus effrayant? Ce vide grandit, et cette situation déforme tout ce que nous mesurons sur la réalité elle-même, comme si nous regardions à travers un miroir déformé. Si la simple idée de découvrir ce qui se cache au-delà de notre étrange voisinage cosmique vous excite, alors envisagez de vous abonner pour nous rejoindre dans ce voyage hallucinant. Préparez-vous mentalement. Partie 2. Les moteurs impossibles de l'aube. Car c'est maintenant que nous commençons. Le télescope James Webb a tourné son regard vers une région de l'espace située à 13 milliards d'années-lumière, là où l'on peut voir les photos de l'univers à l'état de bébé. Et il a trouvé quelque chose qui anéantit tous les modèles, toutes les théories que nous connaissions. 5 quasars anciens,
perçant l'obscurité comme des diamants avec la puissance combinée de milliers de milliards d'étoiles, flottaient seuls dans des endroits qui ressemblaient à des déserts cosmiques, là où il n'y avait rien. Ces objets incroyables s'étaient formés alors que l'univers en était encore à ses balbutiements. Âgé de seulement 430 millions d'années. Pensez-y, cette chronologie à elle seule défiait les lois fondamentales de la physique. Pourquoi? Parce que pour que les quasars existent, ils ont besoin de trous noirs supermassifs en leur centre. Et les trous noirs ont un appétit insatiable. Ils ont besoin de matière. Et d'une quantité de matière absolument ahurissante. Gaz, poussière et même des galaxies entières alimentent ce monstre gravitationnel vorace qui se trouve au centre. Et que disait la théorie? Le modèle que nous acceptions jusqu'à aujourd'hui prédisait que ces quasars primitifs se trouveraient dans les quartiers les plus peuplés et les plus animés du jeune cosmos, c'est-à-dire entourés d'au moins 50 galaxies, compagnes ou plus. Ces métropoles galactiques gigantesques devaient leur fournir un carburant constant pour alimenter leur feu prodigieux. Logique, n'est-ce pas? Mais la réalité est parfois plus étrange que les théories les plus logiques. Au MIT, des scientifiques ont mené cette campagne d'observation révolutionnaire en 2024. Ils ont examiné l'environnement cosmique de chaque zone de quasar avec la minutie d'un détective. Certains correspondaient parfaitement aux prédictions, comme s'ils sortaient tout droit d'un manuel. C'étaient des environnements animés, bondés, remplis de voisins galactiques, exactement comme les modèles le suggéraient. Tout semblait normal. Puis vinrent les autres. Ces autres quasars dérivaient seuls, complètement isolés, comme s'ils avaient été exilés. À proximité, il n'y avait qu'une poignée de galaxies éparses et vagabondes. Il n'y avait ni environnement dense, ni source de carburant évidente pour alimenter leur feu gigantesque. Christina Ailos et son équipe, incrédules, ont vérifié leurs données à 3 reprises. Mais le résultat est resté le même. Les conclusions étaient invalides. Des trous noirs supermassifs solitaires, brillant d'un éclat impossible dans des régions où ils n'avaient aucun droit d'exister. Partie 3. Loi brisée, monstre solitaire. C'était comme assister à l'éruption d'un volcan gigantesque au milieu de l'océan, sans la moindre parcelle de terre en vue. Cette découverte choquante a été confirmée à maintes reprises par de multiples observations. Les instruments sensibles du télescope ont capturé des images d'une netteté extrême de ces régions abandonnées et isolées. Et chaque session d'observation a révélé le même schéma incroyable. Ce qu'on attendait, des zones de quasars denses. Ce qu'on a trouvé, des zones de quasars presque vides. L'un était attendu, l'autre était impossible. Cette incohérence ahurissante a forcé les physiciens à remettre en question leurs hypothèses les plus fondamentales sur la croissance des trous noirs. Pensez-y, sans un environnement massif de matière à consommer, ces objets auraient dû rester minuscules, chétifs. Au lieu de cela, en un instant cosmique, un clin d'œil à l'échelle de l'univers, ils ont atteint des masses des millions de fois supérieures à celles de notre propre étoile, le Soleil. Comment cela était-il possible? De plus, l'emplacement de ces quasars solitaires suggérait quelque chose de bien plus étrange, de bien plus significatif qu'une simple distribution aléatoire. Ils semblaient résider dans ce que l'on appelle des vides, de vastes régions de l'espace où la densité moyenne de matière est bien inférieure à la normale. On savait déjà que des vides existaient dans l'univers moderne, actuel, mais les trouver à l'époque de l'enfance de l'univers et si grands qu'ils isolaient complètement ces quasars gigantesques étaient en totale contradiction avec les chronologies de formation des structures de l'univers. Car, à cet âge,
l'univers aurait dû être beaucoup plus homogène, beaucoup plus uniforme. La gravité n'avait pas encore eu le temps d'attirer la matière pour former les concentrations extrêmes et les vides que nous observons aujourd'hui. L'équipe a publié ses conclusions fracassantes en octobre 2024 dans la prestigieuse revue scientifique Astrophysical Journal. Leurs conclusions étaient rédigées avec prudence, mais leur message était d'une clarté absolue. Ces quasars existent dans des environnements que la théorie actuelle ne peut pas expliquer. Il ne peut y avoir que deux explications. Soit la croissance des trous noirs fonctionne selon des mécanismes que nous ne connaissons pas encore, que nous ne pouvons peut-être même pas imaginer. Soit l'univers primitif contenait une structure à des échelles gigantesques que l'on pensait auparavant impossibles. Chacune de ces possibilités réécrit fondamentalement la cosmologie, et aucune d'entre elles n'offrait un répit aux scientifiques. Pourquoi ? Parce que cette bizarrerie que Webb a trouvée aux confins de l'univers observable pourrait très bien exister ici même, juste sous notre nez, enveloppant notre propre galaxie. Partie 4. Notre adresse. Le grand néant. Oui, vous avez bien entendu. Votre galaxie, la Voie lactée, flotte à l'intérieur d'une bulle gigantesque composée d'un espace presque entièrement vide. Une bulle de 2 milliards d'années-lumière de diamètre. Nommée le vide de KBC, d'après les 3 astronomes qui l'ont identifié pour la première fois en 2013, Keenan, Barger et Cowie, il entoure la Voie lactée comme une sphère géante invisible. Ce n'est pas une hypothèse. Cette structure a été confirmée à plusieurs reprises par des décomptes de galaxies effectués à de multiples longueurs d'onde. Télescopes optiques, relevés infrarouges, observations en rayons X, mesures radio, tous, absolument tous, convergent vers la même conclusion stupéfiante. Notre univers local contient environ 20% de matière en moins qu'il ne le devrait. Imaginez le cosmos comme un océan gigantesque. Les galaxies se regroupent en îles et en archipels, reliés par des ponts de matière. Ces structures forment ce que nous appelons la toile cosmique, un réseau qui s'étend à travers tout l'univers observable. Entre les filaments denses de cette toile se trouvent les vides, comme les eaux libres entre les chaînes d'îles. La plupart des galaxies vivent sur ces îles peuplées ou sur les ponts qui les relient. Et nous vivons en plein milieu de l'océan, à des milliards d'années-lumière de la terre ferme la plus proche. Bien sûr, le vide de KBC n'est pas la seule région vide de l'espace. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de vides cartographiés à travers l'univers. Mais le nôtre est différent. Il figure parmi les plus grands jamais détectés. Et, plus important encore, nous nous trouvons très près de son centre. Cette découverte bouleversante est issue de relevés en proche infrarouge qui ont compté les galaxies une par une à des distances croissantes de la Terre. Au début, la densité de galaxies proches semblait normale. Mais à mesure que les astronomes poussaient leurs recherches plus loin, à 200 millions d'années-lumière, puis 400 millions, puis 600 millions, une chose est devenue claire comme de l'eau de roche. Le nombre de galaxies par unité de volume augmentait régulièrement avec la distance. Cela signifiait une chose. Nous nous trouvons dans une région significativement moins dense que la moyenne cosmique de l'univers. Plus les télescopes regardaient loin dans les profondeurs de l'espace, plus cette incohérence devenait évidente, indéniable. Cette conclusion a été confirmée à plusieurs reprises par de nombreuses équipes de recherche indépendantes, utilisant des méthodes différentes. Par exemple, le Thomas Redshift Survey a catalogué plus de 43 000 galaxies à moins de 380 millions d'années-lumière. Le schéma qui en a émergé était toujours le même. Moins de galaxies à proximité, beaucoup plus loin.
Cette distribution correspondait parfaitement aux prédictions théoriques pour un observateur situé à l'intérieur d'un supervide géant. Des observations supplémentaires provenant du Sloan Digital Sky Survey et de la mission infrarouge WISE ont solidifié ce résultat comme de l'acier. Il n'y avait plus de place pour le doute. Notre voisinage cosmique est effectivement anormalement clairsemé. Chose étrange, ce vide gigantesque coïncide également avec le superamas de Laniakea, qui contient 100 000 galaxies, y compris la nôtre. À première vue, cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Comment un superamas, une collection géante de galaxies, peut-il exister à l'intérieur d'un vide? La réponse réside dans l'échelle. Laniakea s'étend sur environ 500 millions d'années-lumière. Le vide de KBC, lui, s'étend sur 2 milliards d'années-lumière. Notre superamas représente donc une région relativement plus dense à l'intérieur d'un volume global beaucoup moins dense. Pensez-y comme une petite île au milieu de l'océan Pacifique. Oui, il y a de la vie, c'est peuplé, mais elle est toujours entourée de toutes parts par cette immensité écrasante, toujours fondamentalement isolée. Et les implications de notre position étrange vont bien au-delà d'une simple curiosité géographique. Partie 5. Le miroir, fissuré de l'univers. Vivre à l'intérieur d'un vide change fondamentalement la façon dont nous mesurons l'univers lui-même. Cette situation mène à une crise majeure en cosmologie, connue sous le nom de tension de Hubble. Imaginez deux groupes d'astronomes différents qui mesurent l'une des propriétés les plus fondamentales de l'univers, la vitesse à laquelle il s'étend, et qui obtiennent des réponses qui refusent obstinément de concorder. La constante de Hubble décrit la vitesse à laquelle l'univers s'étend. Elle nous dit à quel rythme l'espace lui-même s'étire, à quelle vitesse il éloigne les galaxies les unes des autres. Ce nombre n'est pas un simple chiffre en cosmologie, c'est la clé de l'univers. Il détermine l'âge de l'univers, la distribution de la mystérieuse énergie sombre, toute la chronologie de l'évolution cosmique. Tout, absolument tout, dépend de sa mesure correcte. Pourtant, les deux principales méthodes utilisées pour la mesurer continuent de donner des valeurs obstinément contradictoires. La première approche étudie le fond diffus cosmologique, CMB, la lumière antique datant de seulement 380 000 ans après le Big Bang. Ce rayonnement porte les empreintes de l'univers bébé, des motifs gelés dans le ciel à ce moment critique où les premiers atomes se sont formés. L'analyse détaillée de ces fluctuations de température révèle un taux d'expansion d'environ 67 km par mégaparsec. Le satellite Planck a mesuré cette valeur avec une précision extraordinaire. Et cette mesure correspond presque parfaitement aux prédictions du modèle cosmologique standard. Tout est merveilleux, n'est-ce pas? Mais la deuxième méthode étudie les galaxies beaucoup plus proches de nous. Les astronomes utilisent des étoiles spéciales appelées chandelles standards. L'une d'elles est l'étoile variable Céphéide, qui pulse avec une luminosité prévisible liée à sa luminosité réelle. En comparant la luminosité que nous voyons à la luminosité réelle qu'elle devrait avoir, nous pouvons calculer leur distance avec une précision incroyable. Ces mesures de distance s'étendent jusqu'aux galaxies qui abritent des explosions de supernovas de type Ia qui servent de chandelles standards encore plus fiables sur les distances cosmiques. Cette technique de mesure locale, affinée par Adam Riess et son équipe à l'aide des données de Hubble et de James Webb, donne une réponse complètement différente. Environ 73 km/s par mégaparsec, c'est-à-dire 10% plus rapide que la méthode du fond diffus cosmologique. 10% peut sembler modeste, mais en cosmologie, c'est un gouffre, c'est une crise. À mesure que les mesures sont devenues plus précises au fil des ans, cette tension, loin de diminuer,
n'a fait que se renforcer. Au début, on espérait que les marges d'erreur des observations pourraient peut-être se chevaucher. Mais la précision moderne a complètement éliminé ce confort. Les marges d'erreur ne se touchent même plus. Les deux techniques ont été vérifiées, revérifiées et confirmées par des observations totalement indépendantes. Le télescope James Webb a même confirmé les mesures de l'échelle des distances locales, initiées par Hubble, renforçant l'exactitude de la mesure locale. Aucune erreur systématique n'a expliqué cet écart. Aucun problème de calibration d'instruments n'a résolu ce conflit. Les chiffres, comme deux enfants têtus, refusent tout simplement de s'accorder. Cette incohérence est maintenant confirmée et tourmente la communauté scientifique depuis plus d'une décennie. Comme l'a noté le lauréat du prix Nobel Adam Riess, à mesure que les mesures sont devenues plus précises, la tension n'a pas disparu, elle s'est au contraire approfondie. Qu'est-ce que cela signifie ? Si les mesures locales sont correctes, l'univers pourrait être environ 1 milliard d'années plus jeune que ce que l'on calcule actuellement. Dans ce cas, les chronologies de formation des galaxies changent. Nos idées sur le comportement de l'énergie sombre changent. Toute la structure de l'histoire cosmique nécessiterait une révision de fond en comble. Si les mesures du fond diffus cosmologique sont correctes, alors quelque chose que nous ignorons accélère l'expansion de l'univers dans notre région locale. Il y aurait un facteur mystérieux affectant toutes les mesures de distance proches. Dans les deux cas, il y a un défaut fondamental et gigantesque dans notre compréhension de l'univers. Partie 6. La carte laissée par le son figé. Et si la réponse ne se trouvait pas dans nos mesures? Et si la réponse se trouvait dans l'endroit d'où nous mesurons? Bien avant que les atomes n'existent, l'univers était un plasma hurlant et bouillonnant de particules et d'énergie. Photons, électrons, protons et la mystérieuse matière noire s'agitaient ensemble dans une soupe cosmique brûlante. De minuscules fluctuations de densité, issues d'événements quantiques dans les premiers instants après la création, se sont propagées comme des ondes sonores dans cette soupe cosmique. Ces ondes se sont étendues vers l'extérieur à une vitesse proche de la moitié de celle de la lumière, rassemblant et comprimant la matière sur leur passage. Puis, exactement 380 000 ans après le Big Bang, tout a changé d'un seul coup. L'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons et les protons se combinent pour former les premiers atomes d'hydrogène. Lorsque cela s'est produit, la lumière a finalement été libérée. Et ces ondes sonores se sont figées sur place, comme gelées. Ces ondes sonores figées ont laissé leur signature en deux endroits différents. Le premier est le rayonnement du fond diffus cosmologique lui-même, visible sous forme de légères variations de température à travers le ciel. Le second, et plus important pour notre détection du vide, est la distribution de la matière à travers l'espace. Les régions où les ondes avaient comprimé la matière sont devenues légèrement plus denses que les autres. Ces régions surdenses ont attiré plus de matière par gravité pendant des milliards d'années, formant finalement les amas de galaxies et les filaments que nous observons aujourd'hui. La distance entre ces régions comprimées, qui correspond aujourd'hui à environ 490 millions d'années-lumière dans l'univers en expansion, est devenue une règle cosmique, imprimée partout dans l'univers. Les astronomes appellent ces motifs les oscillations acoustiques de baryon, BAO. Cette règle cosmique est utile car sa distance est fixée par la physique fondamentale. Les ondes sonores ne pouvaient parcourir qu'une certaine distance pendant le court laps de temps avant la formation des atomes. Cette distance maximale, appelée horizon sonore, fournit une échelle de longueur standard qui a marqué l'univers entier. En mesurant la taille apparente de cette échelle dans les relevés de galaxies à différentes distances, les cosmologistes peuvent déterminer
avec une précision incroyable non seulement la distance de ces galaxies, mais aussi la vitesse à laquelle l'espace s'est étendu à différents moments de l'histoire cosmique. Cette méthode a été vérifiée à plusieurs reprises et sert d'outil parmi les plus fiables de la cosmologie moderne. L'instrument spectroscopique de l'énergie sombre, ou DESI en abrégé, mène les études les plus détaillées à ce jour de ces motifs d'oscillation. Ce télescope mesure les positions et les décalages vers le rouge de millions de galaxies. Le décalage vers le rouge indique de combien l'espace s'est étendu depuis que la lumière a quitté chaque galaxie, nous fournissant une mesure de la distance. Lorsque les données sont reportées sur une carte, les galaxies montrent une légère préférence pour certaines séparations. Elles se regroupent plus fortement à des multiples de l'échelle de 490 millions d'années-lumière. Ce motif semble faible dans de petits échantillons, mais lorsque des millions de galaxies sont analysées ensemble, il apparaît avec une clarté cristalline. Et les récentes observations de DESI ont révélé quelque chose d'inattendu. Les mesures des oscillations acoustiques de baryons ne correspondent pas parfaitement aux prédictions du modèle cosmologique standard. Au faible décalage vers le rouge, c'est-à-dire à des distances plus proches de nous, le taux d'expansion apparent dépasse les attentes. Au décalage vers le rouge élevé, c'est-à-dire plus loin, les mesures s'alignent sur les prédictions du fond diffus cosmologique. C'est comme si quelque chose créait un décalage systématique uniquement dans les observations proches. Les données publiées en 2025 ont montré que cet écart se concentrait dans des intervalles de décalage vers le rouge spécifique. La majorité de l'anomalie était due à deux intervalles de distance particuliers. Les cosmologistes ont proposé diverses explications. Une énergie sombre qui varie dans le temps, des modifications de la gravité ou des erreurs systématiques inconnues dans les relevés. Mais il y avait une autre possibilité que peu de gens voulaient envisager. Et si les mesures étaient pas correctes et que nous vivions simplement dans un endroit très spécial, très étrange? Partie 7. Regardez depuis l'intérieur de la bulle. Des scientifiques des universités de Bonn et de St. Andrews ont rassemblé 20 ans de données sur les oscillations acoustiques de baryons. Ils ont modélisé à quoi devraient ressembler ces mesures si la Terre se trouvait à l'intérieur d'une région de faible densité massive. Puis, ils ont comparé ces prédictions théoriques aux observations réelles. Les résultats n'étaient presque pas sujets à interprétation. Ils criaient la vérité. Les modèles incluant un vide local correspondaient aux données, 100 millions de fois mieux que les modèles supposant une distribution uniforme de la matière. Cette conclusion a été confirmée par des analyses statistiques rigoureuses publiées en 2025 dans les Monthly Notice of the Royal Astronomical Society. L'analyse s'est concentrée sur une mesure spécifique appelée DFV. Dans un univers parfaitement uniforme en expansion selon la cosmologie standard, cette quantité devrait suivre une courbe lisse à mesure que les observateurs regardent à des distances plus grandes. Mais les observations compilées montrent tout autre chose. Au décalage vers le rouge, inférieur à 0,3, ce qui correspond à des distances d'environ 4 milliards d'années-lumière, les mesures s'écartent systématiquement des prédictions. Les valeurs observées de DV semblent plus grandes que prévu. C'est exactement le motif que créerait un vide local. Comment fonctionne le mécanisme? Tout est lié à la dynamique gravitationnelle. À l'intérieur d'une région de faible densité, la matière subit une attraction nette vers la matière plus dense à l'extérieur. Cela crée des flux de masse, bulk flow, où les galaxies s'éloignent du centre du vide plus rapidement que ne le ferait la simple expansion cosmique. Ces vitesses supplémentaires s'ajoutent à notre décalage vers le rouge cosmologique mesuré. Lorsqu'un astronome observe une galaxie,
et mesure son décalage vers le rouge. Il suppose généralement que tout le mouvement est dû à l'expansion de l'espace. Mais si la galaxie a une vitesse supplémentaire vers l'extérieur due à ses flux sortant du vide, son décalage vers le rouge apparaîtra légèrement plus élevé qu'il ne devrait l'être. Cela gonfle artificiellement les estimations de distance. L'échelle des oscillations acoustiques de baryon, qui a une taille physique connue, apparaît comme étirée, allongée dans le ciel. Et c'est pourquoi la mesure dV augmente. Les chercheurs ont testé 3 profils de densité différents pour le vide. Une distribution de Maxwell-Boltzmann, une distribution gaussienne et une distribution exponentielle. Tous les 3 ont amélioré de manière spectaculaire l'ajustement par rapport au modèle sans vide. Bien que le profil gaussien ait donné les meilleurs résultats, la mesure statistique utilisée pour évaluer l'ajustement, appelée le chi-carré, est passée d'une valeur élevée de 65,7 dans le modèle uniforme à une valeur comprise entre 47 et 51 dans les modèles avec vide. Cela représente une réduction de la tension de 3,3 sigma, une incohérence statistiquement très significative, à une fourchette de 1,1 à 1,4 sigma, une différence statistiquement non significative. Pour le dire en termes statistiques, la probabilité que le modèle uniforme soit correct est aussi faible que de lancer une pièce de monnaie et d'obtenir pile 13 fois de suite. Le modèle du vide, lui, est aussi probable que d'obtenir pile seulement 2 fois de suite. Lequel vous semble le plus logique? Une analyse distincte a examiné la rapidité avec laquelle la cosmologie apparente revenait aux prédictions standards, à des décalages vers le rouge élevé. Toute solution locale à la tension de Hubble doit éventuellement céder la place au comportement global à mesure que les observations s'étendent bien au-delà du vide. Et les prédictions du modèle montrent exactement cette transition. À faible décalage vers le rouge, où la dynamique du vide domine, l'expansion semble plus rapide. À des décalages vers le rouge plus élevés, au-delà de l'influence du vide, les mesures convergent avec les attentes du fond diffus cosmologique. La transition s'effectue en douceur sur toute la plage testée. Partie 8. Fleuve, invisible et continent perdu. Cependant, les statistiques à elles seules ne racontent pas toute l'histoire. Les preuves physiques issues des mouvements des galaxies confirment directement l'existence de ce vide. Les galaxies, dans les régions de faible densité, se déplacent différemment de celles dans l'espace normal. La Voie lactée s'éloigne du centre de ce vide massif à une vitesse d'environ 1 million de km/h. Cette vitesse particulière, mesurée par rapport au fond diffus cosmologique, dépasse les vitesses typiques des galaxies dans des environnements plus denses. Le vide ne nous pousse pas. La matière à l'extérieur nous attire. La gravité des filaments et superamas environnants nous tire vers l'extérieur, créant un phénomène appelé flux de masse. Les astronomes ont catalogué cela grâce à des études comme le projet Cosmic Flows, en mesurant la vitesse moyenne de milliers de galaxies dans des volumes centrés sur notre position. Ces données montrent que la Voie lactée participe à un mouvement de flux massif atteignant des vitesses 4 fois supérieures à celles prévues par les modèles cosmologiques standards. Alors que dans un cosmos lisse, les flux de masse devraient diminuer à mesure que le volume de l'étude augmente, chez nous, c'est le contraire. Ils se renforcent. Les modèles de vide, eux, expliquent naturellement ce comportement. La matière s'écoulant d'une région de faible densité maintient un mouvement cohérent sur des volumes immenses. Les paramètres du vide de KBC qui correspondent à la tension de Hubble prédisent également les flux de masse observés. Le champ de vitesse présente des caractéristiques liées à la géométrie du vide.
les galaxies proches du centre se déplacent vers l'extérieur, tandis que plus on s'éloigne du centre, ce flux ralentit et revient à la moyenne cosmique, à la frontière, à 1 milliard d'années-lumière. Dans cette zone de transition, certaines galaxies accélèrent vers des attracteurs, comme la concentration de Shapley, tandis que d'autres fuient des vides relatifs, comme le répulseur dipolaire. Et la Voie lactée subit les deux effets. Il y a 13 milliards d'années, moins d'1 milliard d'années après le Big Bang, des trous noirs supermassifs avec des masses des milliards de fois supérieures à celles du Soleil existaient déjà. Ces objets, découverts par le télescope James Webb, créent un problème de chronologie dévastateur pour la théorie. Dans les modèles de croissance standard, un trou noir graine de 100 masses solaires, formé par l'effondrement d'une étoile massive, accumule le gaz environnant. Cependant, le rayonnement émis par la matière qui tombe crée un frein cosmique naturel qui ralentit la croissance. Même dans les conditions les plus idéales, un trou noir ne peut doubler sa masse que tous les 50 millions d'années. Pour atteindre 1 milliard de masses solaires, une graine de 100 masses solaires doit doubler 20 fois, ce qui prend exactement 1 milliard d'années à la vitesse maximale. L'intervalle de temps observé de 800 millions d'années n'est pas suffisant. Deux possibilités émergent. Soit il y avait des graines massives formées par effondrement direct qui ont commencé avec 10 000 à 1 million de masses solaires, soit les trous noirs ont connu une croissance trichée par une accrétion super-Eddington dépassant le frein radiatif. En plus de ces théories, dont aucune n'a été directement observée, Webb a détecté de puissants vents près de ces quasars primitifs, indiquant un gaz dense et des processus d'alimentation chaotiques compatibles avec une accrétion rapide. Certains scientifiques suggèrent que les surdensités précoces qui ont permis cette formation rapide de trous noirs ont ensuite évolué pour devenir les vides que nous observons aujourd'hui. Le vide de KBC n'est pas un vide absolu, mais une région de sous-densité relative, contenant environ 50 à 80% de la matière de la moyenne cosmique. Même ce déficit de 20% a des conséquences énormes. Comme la gravité est plus faible dans les régions de faible densité, l'expansion de l'espace rencontre moins de résistance et s'étend plus rapidement que la moyenne. Cet effet s'accumule avec le temps. Par conséquent, lorsque les astronomes mesurent la constante de Hubble avec les galaxies locales, ils échantillonnent en fait un environnement qui s'étend plus rapidement que la moyenne globale et leurs mesures sont plus élevées qu'elles ne devraient l'être. Cela explique parfaitement pourquoi les mesures locales, céphéides, supernovas, donnent des valeurs plus élevées que les prédictions du fond diffus cosmologique, CMB. Les deux mesures sont correctes. Elles sondent simplement des environnements différents, local et global. Les simulations informatiques produisent naturellement des vides similaires à KBC avec les lois de la physique connues et prédisent que ces vides occupent 70% du volume de l'univers. Vivre près d'un vide n'est donc pas spécial. Ce qui était spécial, c'est la taille de notre vide et la façon dont il affecte notre vision de la réalité. À l'intérieur de ce vide se trouve le superamas de Laniakea, large de 500 millions d'années-lumière et contenant 100 000 galaxies. Cette situation paradoxale s'explique par le fait que Laniakea est la région la plus dense à l'intérieur d'une sous-densité plus grande. C'est comme le sommet d'une montagne dans une vallée. Alors que les galaxies de Laniakea s'écoulent vers le grand attracteur, l'ensemble du superamas participe également au flux général sortant du centre du vide de KBC. Ces mouvements combinés font que notre galaxie est à la fois attirée vers la concentration de Shapley et repoussée par le répulseur dipolaire.
Le flux sortant pourrait même vaincre la propre gravité de l'Aniakea et le disperser avec le temps, ce qui suggère que les superamasses pourraient être des structures temporaires. Les galaxies dans les vides évoluent de manière isolée, loin des interactions fréquentes des régions denses. Elles ont donc tendance à être plus petites, bleues, riches en gaz et à former activement des étoiles. Les forces qui ont créé notre étrange vide sont nées de minuscules fluctuations quantiques pendant l'inflation cosmique. La gravité a intensifié les régions denses pour former la toile cosmique, amas, filaments, murs, tandis que les régions de faible densité ont perdu de la matière pour devenir des vides. L'accélération de l'expansion, lorsque l'énergie sombre est devenue dominante, il y a environ 6 milliards d'années, a exacerbé ce processus. Les vides, en particulier, où la résistance gravitationnelle est faible, ont commencé à enfler encore plus vite. Cette formation hiérarchique de la structure remet en question la formation d'un vide aussi massif que qu'abaissé, s'étendant sur 2 milliards d'années-lumière dans la cosmologie standard et pousse certains chercheurs à envisager des théories de la gravité modifiée comme monde. Ces théories alternatives suggèrent que la structure se forme plus rapidement et permet de tels vides extrêmes. En fin de compte, soit nous comprenons mal quelque chose de fondamental sur la composition de l'univers ou sur le comportement de la gravité, et ce vide massif pourrait détenir la clé de la bonne réponse. Partie 9. Des vies qui germent dans le vide. Les galaxies à l'intérieur des vides se comportent de manière vraiment étrange. Les observations sur plusieurs échantillons de vide révèlent un schéma cohérent. Les galaxies de vide forment des étoiles à des taux plus élevés que leurs homologues dans des environnements de densité normale. Elles semblent plus jeunes, plus bleues et créent plus activement de nouvelles populations d'étoiles. Cette conclusion a été confirmée à plusieurs reprises et semble, à première vue, complètement contre-intuitive. Les vides contiennent moins de gaz et moins de ressources. La logique suggérerait que les galaxies y auraient du mal à prospérer, au lieu de s'épanouir. Pourtant, elles dépassent les attentes sur de multiples indicateurs. L'explication, encore une fois, implique les effets environnementaux. Dans les régions denses comme les amas de galaxies, les interactions entre galaxies sont fréquentes. Lorsque deux galaxies passent près l'une de l'autre, leur gravité mutuelle perturbe les deux structures. Le gaz est arraché par les forces de marée et la pression dynamique. Les rencontres rapprochées peuvent déclencher des sursauts de formation d'étoiles intenses qui consomment rapidement le gaz disponible. Les fusions majeures entre galaxies créent des systèmes elliptiques qui ont complètement épuisé leur carburant. Le résultat est une population de galaxies dominée par des systèmes anciens, rouges et passifs, qui ont cessé de former des étoiles il y a des milliards d'années. Les galaxies de vide, quant à elles, échappent à ces interactions violentes. Séparées de leurs voisines par des distances immenses, elles évoluent de manière relativement isolée. Leurs réserves de gaz restent intactes. La formation d'étoiles se déroule à des taux stables et modérés, plutôt que par des sursauts violents suivis d'extinction. Les galaxies conservent leur structure spirale avec une formation d'étoiles continue dans leurs disques en rotation. Elles paraissent plus jeunes parce qu'elles le sont vraiment. Elles continuent de former de nouvelles masses stellaires alors que leurs cousines, dans les environnements denses, ont cessé de croître depuis longtemps. Ce phénomène s'étend à la morphologie des galaxies, c'est-à-dire à leur forme. Les échantillons de vide contiennent une proportion plus élevée de galaxies spirales de type tardif et de galaxies irrégulières par rapport aux échantillons de champ. Les galaxies elliptiques
de type précoce qui dominent les amas sont rarement observés dans les vides. La relation morphologie-densité, qui décrit comment les types de galaxies sont liés à leur environnement, montre des tendances claires. Les environnements denses abritent des elliptiques passives. Les environnements intermédiaires abritent un mélange. Les vides abritent des spirales actives. Et la Voie lactée correspond parfaitement à ce schéma. Une spirale de type tardif avec une formation d'étoiles continue, évoluant pacifiquement dans un environnement de faible densité. Leur composition chimique diffère également. Les galaxies de vide présentent, en moyenne, une abondance d'éléments lourds légèrement plus faibles. Les éléments lourds sont formés par fusion nucléaire à l'intérieur des étoiles et dispersés dans l'espace par les explosions de supernovas. Les galaxies qui forment des étoiles depuis plus longtemps accumulent naturellement plus d'éléments lourds. La métallicité plus faible de ces galaxies de vide indique des populations d'étoiles plus jeunes, avec une histoire de formation d'étoiles cumulatives moins importante. Encore une fois, cela a du sens compte tenu de leur trajectoire évolutive. Sans fusion majeure, apportant du gaz préenrichi par d'autres galaxies, les systèmes de vide construisent lentement leur complexité chimique uniquement par leur propre processus interne. Certains chercheurs suggèrent que les galaxies de vide nous offrent des fenêtres sur des époques cosmiques antérieures. Parce qu'elles évoluent plus lentement et interagissent moins fréquemment, elles conservent des caractéristiques propres aux galaxies plus jeunes tout au long de l'histoire cosmique. Étudier les galaxies de vide aujourd'hui pourrait révéler à quoi ressemblaient toutes les galaxies il y a des milliards d'années avant que le traitement environnemental ne devienne dominant. Selon ce point de vue, notre position dans un vide ne nous rend pas spéciaux. Elle fait de nous un exemple typique d'une époque antérieure. Alors que le reste de l'univers a avancé rapidement, nous vivons dans une poche où le temps s'écoule différemment, où l'évolution progresse à un rythme ancien. L'espace n'est pas vide. Même dans les vides les plus profonds, des champs invisibles traversent l'obscurité. Des champs magnétiques intergalactiques existent à travers la structure cosmique, générés dans les tout premiers instants de l'univers ou par des processus astrophysiques au fil du temps. La force et la structure de ces champs révèlent la physique fondamentale, et les vides nous offrent des environnements uniques pour les étudier, car les autres effets contaminants sont minimes. Avec moins de galaxies et moins de plasma, la composante magnétique primordiale ressort plus clairement. Les observations de sursauts gamma et de blazars lointains nous ont donné les premiers indices. Ces objets extrêmement énergétiques émettent des photons de haute énergie qui voyagent pendant des milliards d'années-lumière avant d'atteindre la Terre. Pendant ce voyage, les photons interagissent occasionnellement avec le champ magnétique intergalactique. Cette interaction transforme les rayons gamma en paires électrons-positrons. Ces paires interagissent ensuite avec les photons du fond diffus cosmologique, créant de nouveaux rayons gamma se déplaçant dans des directions légèrement différentes. Ce processus en cascade dépend de la force et de la géométrie du champ magnétique. En mesurant la quantité d'émissions gamma déviées ou absorbées, les astronomes déduisent les propriétés du champ le long de la ligne de visée. Une étude de 2015 a examiné des blazars dont la lumière traversait des vides connus. L'analyse a conclu que l'espace intergalactique contient des champs magnétiques d'au moins 10-17 Gauss. Cette mesure, confirmée par l'analyse des spectres de rayons gamma, représente un champ extrêmement faible par rapport aux normes terrestres. Le champ magnétique de la Terre est d'environ un demi-Gauss. Le champ intergalactique est 100 millions de milliards de fois plus faible.
Pourtant, son existence a des implications profondes. Des champs aussi faibles ne peuvent pas être facilement produits par des processus astrophysiques tels que les explosions de supernovas ou les noyaux galactiques actifs. Les champs semblent trop étendus et trop uniformes. Ils représentent probablement un magnétisme primordial datant des tout premiers instants après le Big Bang. La structure particulière des champs magnétiques à l'intérieur des vides diffère de celle des champs dans les filaments. Les observations suggèrent que les champs de vide sont alignés de manière plus aléatoire, tandis que les champs de filaments montrent des orientations préférentielles le long de l'axe du filament. Ce schéma est logique compte tenu de l'histoire de la formation des structures. À mesure que la matière s'est écoulée des vides vers les filaments, elle a emporté avec elle les champs magnétiques. Le cisaillement et l'étirement des flux de plasma ont amplifié les champs le long des directions de flux. À l'intérieur des vides, où les flux étaient plus faibles et plus isotropes, les champs ont conservé leur configuration aléatoire primordiale dans une plus grande mesure. Les théories de la magnétogenèse primordiale proposent divers mécanismes pour produire les champs magnétiques cosmiques. Certaines invoquent des transitions de phase dans l'univers primitif, lorsque les forces électromagnétiques et nucléaires faibles se sont séparées. D'autres suggèrent que les fluctuations quantiques pendant l'inflation, tout comme les fluctuations de densité, ont été étirées à des échelles macroscopiques. La force et la structure du champ résultant dépendent précisément du moment et de la manière dont la production a eu lieu. Les observations de vide contraignent ces modèles en fournissant des mesures provenant des environnements les moins traités de l'univers. Quel que soit le mécanisme qui a créé le magnétisme cosmique, il a opéré dans tout l'espace, y compris dans les régions qui allaient devenir des vides. L'existence de champs magnétiques intergalactiques affecte de nombreux processus astrophysiques. Elle influence la propagation des rayons cosmiques, déviant les particules chargées sur des distances immenses. Elle peut ensemencer les champs magnétiques dans les galaxies nouvellement formées, fournissant le flux initial à amplifier par les dynamos galactiques. Elle modifie la structure thermique et d'ionisation du milieu intergalactique, affectant potentiellement la façon dont l'univers s'est rayonisé après les âges sombres cosmiques. Et ils nous fournissent un autre exemple que les vides, bien qu'ils semblent vides, contiennent une structure et des informations sur l'histoire cosmique. Comme vous le voyez, l'obscurité cache plus que le néant. Elle préserve les signaux primordiaux que les régions denses ont effacés. Le fond diffus cosmologique apparaît remarquablement uniforme. La température ne varie que d'une partie pour 100 000 à travers le ciel. Mais au sein de ces minuscules fluctuations, une caractéristique se distingue, le point froid, cold spot, dans la constellation de l'Éridan. Ce point mesure environ 5 degrés de large et semble environ 70 microkelvin plus froid que les régions environnantes. La sonde d'anisotropie du fond diffus cosmologique Wilkinson, WMAP, l'a détecté pour la première fois clairement en 2005. Le satellite Planck l'a confirmé avec une plus grande sensibilité. La signification statistique de cette anomalie reste débattue, mais la plupart des analyses concluent qu'il est peu probable qu'elle soit due à des fluctuations aléatoires dans un univers parfaitement lisse. Plusieurs explications ont été proposées. Le point froid pourrait représenter une fluctuation rare, mais autorisée dans le champ quantique primordial. L'inflation standard prédit des fluctuations aléatoires, de type quasi-gaussien, et une distribution gaussienne permet des écarts extrêmes occasionnels. Le point froid pourrait être simplement un coup de malchance cosmique, qui semble étrange
mais n'est pas physiquement significatif. Alternativement, il pourrait pointer vers une non-gaussianité dans le champ de fluctuation primordial, ce qui suggérerait que l'inflation a fonctionné différemment de ce que prévoient les modèles les plus simples. Cette possibilité excite les théoriciens, car elle révélerait une nouvelle physique dans les premiers instants de l'univers. Une troisième explication invoque une structure massive à grande échelle le long de la ligne de visée. L'effet Sachs-Wolfe intégré prédit que les photons traversant des vides perdent de l'énergie, tandis que les photons traversant des surdensités gagnent de l'énergie. Cela se produit parce que l'espace s'étend différemment dans des environnements différents. Les photons qui grimpent hors des puits de potentiel perdent de l'énergie. Les photons qui tombent dans les puits gagnent de l'énergie. Dans un univers dominé par l'énergie sombre, cependant, les vides créent une perte nette d'énergie. Un supervide particulièrement grand entre la Terre et la surface d'émission du fond diffus cosmologique pourrait refroidir les photons qui le traversent, créant une tache froide prononcée sur la carte du fond diffus cosmologique. Les recherches d'un tel supervide ont donné des résultats mitigés. Certaines études ont rapporté avoir trouvé une région de faible densité, alignée avec la direction du point froid, à environ 1 milliard d'années-lumière. Notre vide de Kinnon-Barger-Cowie chevauche partiellement cette région. D'autres études ont trouvé une sous-densité moins prononcée que nécessaire pour expliquer entièrement le point froid par l'effet Sachs-Wolfe intégré. Le débat se poursuit. Ce qui est clair, c'est que l'explication du point froid nécessite probablement plus d'un facteur. Un vide modérément grand plus une fluctuation primordiale quelque peu rare pourraient se combiner pour créer le signal observé. Aucun des deux n'est suffisant seul, mais ensemble, ils produisent l'anomalie. Le point froid ne représente qu'une des nombreuses tensions entre les observations du fond diffus cosmologique et les prédictions cosmologiques standards. D'autres incluent une légère asymétrie entre les ciels nord et sud, des alignements anormaux de fluctuations à grande échelle et un manque de puissance aux plus grandes échelles angulaires. Certains chercheurs les considèrent comme des indices de nouvelle physique. D'autres les considèrent comme des coïncidences statistiques qui semblent significatives lors de l'analyse d'une zone limitée du ciel. Ce débat reflète les débats sur la tension de Hubble. Quelle déviation par rapport aux prédictions constitue une preuve de physique inconnue par rapport à la variation aléatoire attendue? Si le point froid trace effectivement un supervide, cela fournit des preuves supplémentaires que des sous-densités extrêmement grandes existent à travers l'univers. Le vide de KBC qui nous entoure ne serait pas unique. De telles structures pourraient être des caractéristiques communes de la formation des structures cosmiques, plutôt que des anomalies rares. Cette interprétation défie certaines simulations cosmologiques, qui suggèrent que les vides dépassant certaines tailles ne devraient pas se former dans la gravité standard. Soit les simulations sous-estiment l'efficacité de la formation des vides, soit la gravité fonctionne différemment de ce que prédisent les équations d'Einstein. Le lien du point froid avec les vides, bien qu'encore incertain, soulève ces questions fondamentales. Et il nous rappelle que même les structures les plus uniformes du cosmos cachent des irrégularités qui peuvent révéler des vérités profondes. Le vide du Bouvier flotte à 700 millions d'années-lumière de la Terre et mesure 330 millions d'années-lumière de diamètre. Découvert en 1981 par Robert Kirshner et ses collègues, ce vide représentait l'un des premiers grands vides à grande échelle reconnus. Les premières études n'ont trouvé que 8 galaxies dans un volume qui aurait dû en contenir 2000. Plus tard, des observations plus profondes
ont porté le nombre à environ 60, ce qui est encore terriblement en dessous de la moyenne. Le vide apparaît à peu près sphérique et se détache nettement de la structure environnante. Sa taille dépasse considérablement celle des vides typiques. Ce qui rend le vide du Bouvier remarquable au-delà de sa taille, c'est son isolement. Le vide est entouré d'un espace de densité normale, et il n'y a aucune raison évidente pour sa profondeur extraordinaire. Certaines théories suggèrent qu'il s'est formé à partir d'une sous-densité inhabituellement grande dans le champ de fluctuation primordiale. D'autres suggèrent que plusieurs petits vides ont fusionné au fil du temps cosmique. Les observations des vitesses des galaxies autour du vide du Bouvier montrent des schémas cohérents avec la matière qui s'est écoulée de la région pendant des milliards d'années. Et le vide continue de croître à mesure que l'espace s'étend et que l'énergie sombre l'accélère. Le grand vide, également appelé le grand vide des chiens de chasse, mesure environ 1,3 milliard d'années-lumière de diamètre et se trouve à environ 1,5 milliard d'années-lumière. Découvert grâce à des relevés de décalage vers le rouge de galaxies, ce vide se classe parmi les plus grands connus. Son existence à une si grande distance indique que les grands vides se sont formés tout au long de l'histoire cosmique, et pas seulement dans notre voisinage local. La structure de l'univers inclut ces vastes régions vides comme des composants fondamentaux. Ce ne sont pas des anomalies, mais des caractéristiques attendues de l'évolution gravitationnelle issue des fluctuations de densité primordiale. S'il est confirmé, le supervide du point froid du CMB, à environ 1 milliard d'années-lumière, mesure 1 milliard d'années-lumière de diamètre. Bien que le débat sur ses propriétés et son association avec le point froid du fond diffus cosmologique se poursuivent, les relevés de galaxies suggèrent une sous-densité significative dans cette direction. De nombreuses études utilisant différentes techniques ont trouvé des preuves de comptage de galaxies inférieures à la moyenne le long de la ligne de visée du point froid. La structure peut ne pas être qualifiée de vide unique et cohérent, mais pourrait être une série de sous-densités alignées qui créent un effet cumulatif. Des recherches récentes ont découvert d'autres structures massives. Le supervide de l'Éridan a environ 3 milliards d'années-lumière, mesure 1 milliard d'années-lumière de diamètre. Le vide du Sculpteur couvre plusieurs centaines de millions d'années-lumière dans notre voisinage cosmique local. Le vide du Capricorne, le vide de Persée-Poisson et d'innombrables autres remplissent l'espace à travers l'univers observable. Les catalogues de vides cosmiques contiennent maintenant des milliers de structures identifiées. Ils occupent environ 70% du volume cosmique, comme le prédit la théorie de la formation des structures. Certains vides montrent des preuves de structures internes. Des vides plus petits à l'intérieur de vides plus grands. Des filaments traversant l'espace vide et reliant occasionnellement des galaxies. La structure présente une apparence hiérarchique, reflétant l'invariance d'échelle des fluctuations de densité primordiale. Cette hiérarchie s'étend sur toutes les échelles cosmiques, des vides de galaxies individuelles mesurant de 10 à 30 millions d'années-lumière, aux supervides dépassant 1 milliard d'années-lumière. Le motif ressemble à des fractales, où des caractéristiques similaires se répètent à différentes échelles. Et nous vivons à un niveau de cette hiérarchie, entouré de vides imbriqués. Une hiérarchie qui s'étend jusqu'au bord de l'univers observable, et probablement au-delà. L'instrument spectroscopique de l'énergie sombre, DESI, a commencé ses opérations à l'Observatoire national de Kitt Peak en 2021. Pendant 5 ans, DESI mesurera les décalages vers le rouge d'environ 40 millions de galaxies et de quasars, créant la carte tridimensionnelle la plus détaillée de la structure cosmique jamais tentée.
Le relevé couvre un tiers du ciel, jusqu'à des distances dépassant 11 milliards d'années-lumière. Cet ensemble de données révolutionnera la science des vides en identifiant et en caractérisant les vides tout au long de l'histoire cosmique. Les premiers résultats de DESI, publiés en 2025, ont déjà montré des indices intrigants. Les mesures des oscillations acoustiques de baryons ont révélé de subtils écarts par rapport aux prédictions de la cosmologie standard à certains décalages vers le rouge. Ces écarts pourraient indiquer des effets de structure locale, comme le vide de KBC. Alternativement, ils pourraient être la première preuve d'une densité d'énergie sombre qui varie avec le temps. Pour distinguer ces possibilités, il faudra analyser l'ensemble des données en accordant une attention particulière aux effets systématiques. Les prochaines années détermineront quelle interprétation est correcte. Le télescope spatial Euclide de l'Agence spatiale européenne, lancé en 2023, fournit des observations complémentaires. Euclide cartographie la distribution des galaxies sur de vastes zones du ciel et mesure le faible lentillage gravitationnel. Les observations de lentillage sondent directement la distribution totale de la matière, y compris la matière noire, en comparant les comptages de galaxies aux cartes de masse de lentillage. Les astronomes peuvent mesurer comment les galaxies tracent la matière sous-jacente. Les vides montrent un déficit à la fois dans les comptages de galaxies et dans le signal de lentillage. Mais la relation entre ces déficits teste la théorie de la formation des structures. Les données d'Euclide fourniront une caractérisation des vides en utilisant des méthodes indépendantes des relevés de décalage vers le rouge. Le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA, dont le lancement est prévu à la fin des années 2020, étendra encore ses capacités. Roman combine l'imagerie grand champ en infrarouge avec la spectroscopie. La mission cartographiera des centaines de millions de galaxies avec des mesures de distance précises. Sa sensibilité permet la détection de galaxies faibles que les relevés au sol manquent. Trouver des galaxies à l'intérieur des vides a été difficile, car ces régions contiennent principalement des systèmes petits et de faible luminosité. Les capacités de Roman rempliront cette extrémité de faible luminosité des populations de galaxies de vide. Les installations au sol continuent également de progresser. L'observatoire Vera-C Rubin, qui commencera ses opérations en 2025, photographiera à plusieurs reprises tout le ciel austral. Le relevé temporel résultant découvrira des événements transitoires comme les supernovae sur des distances cosmiques. Les supernovae servent d'indicateurs de distance indépendants du décalage vers le rouge. Trouver des supernovae dans les galaxies de vide fournit des contraintes directes sur les taux d'expansion locaux. Le relevé cartographiera également des millions de galaxies trop faibles pour les études d'imagerie précédentes, révélant la structure des vides avec des détails sans précédent. Ces installations aborderont ces questions fondamentales. Comment les vides se forment-ils et évoluent-ils au fil du temps cosmique? Les propriétés des vides changent-elles lorsque l'univers passe de la domination de la matière à la domination de l'énergie sombre? Les statistiques des vides peuvent-elles distinguer différents modèles d'énergie sombre? Les vides contiennent-ils des populations cachées de galaxies extrêmement faibles? Comment les champs magnétiques, le contenu en gaz et d'autres propriétés varient-ils entre les vides et les filaments? Les réponses remodèleront notre compréhension de la formation de la structure cosmique et détermineront si cet immense vide qui nous entoure est une anomalie rare ou une caractéristique typique de la géographie cosmique. La matière noire, selon la cosmologie standard, constitue 27% de l'univers. Cette matière invisible
n'interagit que gravitationnellement et se révèle par ses effets sur la matière visible et la lumière. Les courbes de rotation des Gatchet-Pitinat galaxies, le lentillage gravitationnel, les anisotropies du fond diffus cosmologique et la formation de structures à grande échelle nécessitent tous de la matière noire pour correspondre aux observations. La quantité et la distribution requises dépendent de la conformité de la gravité aux équations d'Einstein. Si la gravité se comporte différemment de ce que prédit la relativité générale, les exigences en matière de matière noire changent. Les théories modifiées peuvent éliminer complètement le besoin de matière noire ou la remplacer par des composants différents. Le vide de KBC défie la cosmologie de la matière noire standard de deux manières. Premièrement, il semble difficile de former un vide aussi grand dans le modèle standard. Lambda, matière, noire, froide, LCDM. Les simulations informatiques partant des conditions initiales du fond diffus cosmologique et évoluant avec la gravité d'Einstein produisent de grands vides. Mais ils sont généralement plus petits que KBC. De nombreuses études ont calculé la probabilité de trouver un vide de cette taille dans notre voisinage local. Les estimations varient de moins de 1% à beaucoup moins selon les hypothèses. Bien que des événements rares doivent se produire quelque part, le fait que nous nous trouvions précisément dans l'un d'eux soulève des questions. Deuxièmement, expliquer la tension de Hubble avec la dynamique des vides nécessite une croissance de la structure plus forte que ce que produit la cosmologie standard. Dans le modèle LCDM, la formation de la structure se déroule par instabilité gravitationnelle. Les régions surdenses s'effondrent, tandis que les régions sous-denses se vident. Ce taux dépend de la densité de matière et des propriétés de l'énergie sombre. Produire un vide suffisamment profond et suffisamment grand pour expliquer la tension de Hubble observée nécessite une croissance de la structure accrue à des échelles supérieures à 100 mégaparsecs. La gravité standard et la matière noire froide ne peuvent pas fournir cette augmentation. Les théories de la gravité modifiée, en revanche, abordent les deux problèmes. Les modèles basés sur la dynamique newtonienne modifiée, M-onde, changent le fonctionnement de la gravité à de faibles accélérations. Cette modification affecte la dynamique à l'échelle des amas de galaxies, et une structure plus grande se forme plus rapidement à ces échelles que dans la gravité standard. Les vides deviennent plus profonds, les filaments plus denses. La toile cosmique développe une structure plus extrême que celle prédite par LCDM. Le modèle NUHDM ajoute un composant de matière noire chaude, des neutrinos stériles, avec une énergie au repos d'environ 11 électronvolts. Ce cadre hybride permet une structure à grande échelle accrue tout en correspondant aux observations du fond diffus cosmologique. Les neutrinos stériles représentent des particules hypothétiques qui interagissent encore plus faiblement que les neutrinos ordinaires. Ils n'interagissent avec la matière ordinaire que par la gravité et éventuellement par un mélange avec les neutrinos ordinaires. Malgré leurs interactions si faibles, les neutrinos stériles peuvent jouer des rôles cosmologiques importants. S'ils existent avec les propriétés appropriées, ils contribuent à la matière noire en évitant les conflits avec les expériences de physique des particules qui n'ont pas trouvé de preuve de particules de matière noire froide. Le modèle NUHDM propose ces particules comme composants de la matière noire, remplaçant complètement la matière noire froide. Il reste difficile de tester ces alternatives par rapport aux observations. Les théories de la gravité modifiée prédisent un comportement différent dans certains systèmes par rapport à la gravité standard, plus la matière noire. Les collisions d'amas de galaxies, comme l'amas de la balle,
montrent un décalage entre la matière visible et les centres de l'antillage gravitationnel. La matière noire standard l'explique naturellement. La matière noire passe à travers la collision, tandis que la matière ordinaire interagit et est arrachée. Les théories de la gravité modifiée, elles, doivent expliquer pourquoi les effets gravitationnels semblent décalés par rapport à la matière visible sans invoquer de matière noire. Certains modèles l'abordent par le biais de champs ou de composants supplémentaires. D'autres ont du mal avec les observations. Cet immense vide qui nous entoure pourrait détenir la clé pour résoudre ces débats. Si le vide s'est formé naturellement dans la cosmologie standard, il soutient le paradigme LCDM, bien que rare. S'il a nécessité une gravité modifiée pour se former, cela fournit des preuves solides pour les alternatives. Les observations en cours mesurant les propriétés des vides, les flux de masse et les paramètres cosmologiques détermineront quelle interprétation correspond à la réalité. Et la réponse remodèlera la physique fondamentale. Soit elle confirmera notre compréhension actuelle de la gravité et de la matière, soit elle révélera que quelque chose de profond manque à nos théories. La Voie lactée se trouve dans un environnement de faible densité, séparé de nombreuses galaxies voisines par des distances immenses. Cet isolement affecte le flux de rayons cosmiques, les propriétés du milieu intergalactique et les taux de fusion de galaxies. Et tous ces facteurs influencent les conditions de formation des planètes et d'évolution biologique. Le vide pourrait rendre la vie plus courante ou moins courante que la moyenne, selon les effets dominants. Les scientifiques commencent tout juste à envisager sérieusement ces possibilités. Les rayons cosmiques représentent des particules de haute énergie, principalement des protons, accélérés à des vitesses proches de celles de la lumière par des explosions de supernovas et d'autres événements violents. Ils bombardent constamment les surfaces planétaires. L'atmosphère terrestre nous protège de la plupart des dommages causés par les rayons cosmiques, mais les mondes sans atmosphère protectrice sont directement exposés. Trop de rayons cosmiques peuvent stériliser les surfaces planétaires ou entraîner une perte d'atmosphère au fil du temps. Le flux dépend des sources de rayons cosmiques. Les galaxies connaissant une formation d'étoiles intenses produisent plus de supernovas et génèrent des flux de rayons cosmiques plus élevés. Les galaxies de vide, elles, forment des étoiles à des taux modérés, avec moins d'événements violents. Leurs environnements pourraient connaître des fonds de rayons cosmiques réduits, ce qui pourrait potentiellement favoriser l'habitabilité de surface. Les fusions de galaxies provoquent des perturbations dramatiques. Lorsque deux galaxies entrent en collision, leurs interactions gravitationnelles éjectent des étoiles et des systèmes planétaires à des distances immenses. Certains systèmes sont complètement éjectés et errent seuls dans l'espace galactique. D'autres sont entraînés vers les centres galactiques, où les conditions sont extrêmement hostiles. Les sursauts d'étoiles déclenchés par les fusions consomment rapidement les réserves de gaz. L'environnement résultant contient de nombreuses étoiles massives à courte durée de vie qui explosent en supernova. Les mondes, dans les galaxies en fusion, font face à des conditions chaotiques pendant des centaines de millions d'années. Les galaxies de vide, en revanche, évitent la plupart des fusions en raison de leur isolement. Elles évoluent pacifiquement, maintenant des environnements stables pendant des milliards d'années. Cette stabilité peut permettre à l'évolution biologique de se dérouler sans interruption catastrophique. Cependant, l'isolement a aussi ses inconvénients. Les éléments lourds nécessaires à la formation des planètes proviennent de la nucléosynthèse stellaire. Les premières générations d'étoiles ne contenaient que de l'hydrogène et de l'hélium. Elles ont produit du carbone,
de l'oxygène, du silicium, du fer et d'autres éléments par fusion. Les explosions de supernovae ont dispersé ces éléments dans l'espace. Les générations suivantes d'étoiles se sont formées à partir de ce matériau enrichi. Les galaxies de vide, avec des taux de fusion plus faibles et une formation d'étoiles plus stable, accumulent plus lentement les éléments lourds. Leur métallicité est en retard sur celle des galaxies dans les environnements denses, et les planètes rocheuses se forment plus difficilement dans un gaz pauvre en métaux. Les premiers mondes habitables dans les galaxies de vide pourraient apparaître plus tard que dans les environnements riches. Les interactions galactiques transportent également du gaz entre les systèmes. Les grandes fusions apportent du carburant frais pour la formation d'étoiles. Les petites interactions peuvent arracher le gaz des petites galaxies et alimenter les plus grandes. Ces processus recyclent continuellement la matière entre les générations d'étoiles et l'espace interstellaire. Les galaxies de vide, dépourvues d'interactions fréquentes, dépendent du recyclage interne du gaz. Elles doivent gérer soigneusement leurs ressources au fil du temps cosmique. Le carburant et la formation d'étoiles peuvent s'épuiser. Sans nouvelles étoiles, aucun nouveau système planétaire ne se forme. La fenêtre de production de mondes habitables pourrait se fermer plus tôt dans les galaxies isolées. Équilibrer ces facteurs nécessite des modèles extrêmement détaillés de l'évolution des galaxies, de la formation des planètes et des échelles de temps biologiques. Notre compréhension actuelle est encore trop incomplète pour des conclusions définitives. Mais une chose est claire, l'environnement compte. Ce vide qui nous entoure a créé des conditions différentes de la moyenne cosmique. Que ces conditions favorisent ou non la vie dépend des effets qui dominent dans la détermination de l'habitabilité. Peut-être vivons-nous dans un refuge relativement rare où la vie prospère plus facilement. Ou, au contraire, nous vivons dans un désert relatif où l'habitabilité est supprimée. La Voie lactée existe comme un point de données unique. Pour déterminer les schémas plus larges, il faudra trouver de la vie ailleurs et évaluer sa distribution par rapport à la structure cosmique. D'ici là, la question reste ouverte et la réponse pourrait déterminer si nous vivons dans un univers rempli de vie ou dans un isolement profond. L'énergie sombre accélère l'expansion partout. À l'intérieur des vides, où la densité de matière tombe en dessous de la moyenne, cette accélération se déroule avec moins de résistance gravitationnelle. L'espace à l'intérieur du vide de KBC s'étend légèrement plus vite que l'espace dans les régions typiques. Cette expansion différentielle s'accumule avec le temps. À mesure que l'univers vieillit et que la domination de l'énergie sombre se renforce, le vide s'étend encore plus. Finalement, les vides s'étendront si rapidement que les structures voisines s'accéléreront jusqu'à des distances inatteignables. L'horizon cosmique se rétrécit. Les galaxies à l'extérieur du vide se décaleront vers le rouge jusqu'à l'invisibilité. Et le vide deviendra complètement isolé du reste de l'univers. Ce scénario représente le destin ultime de toute la structure cosmique dans un cosmos dominé par l'énergie sombre. La densité actuelle d'énergie sombre correspond à l'équivalent d'environ 3 à 7 atomes d'hydrogène par mètre cube, répartis dans tout l'espace. Cela semble négligeable. Cependant, l'énergie sombre ne se dilue pas à mesure que l'univers s'étend. La densité de matière diminue à mesure que le volume augmente, mais la densité d'énergie sombre reste constante. Dans un avenir lointain, l'énergie sombre dominera complètement. Son effet accélérateur vaincra tous les liens gravitationnels, à l'exception des structures étroitement liées, comme les galaxies individuelles ou les groupes de galaxies. La Voie lactée et Andromède, ainsi que plusieurs dizaines de compagnons nains,
finiront par fusionner, formant une seule grande galaxie elliptique dans environ 3 à 5 milliards d'années. Cette fusion est confirmée sur la base des vitesses actuelles et de la dynamique gravitationnelle. Ce système fusionné restera gravitationnellement lié. Cependant, la plupart des autres galaxies de notre univers observable actuel s'accéléreront au-delà de notre horizon cosmique. Leur lumière sera décalée vers le rouge, au point d'être indétectable. Aucune nouvelle lumière d'elle ne nous parviendra jamais. De notre point de vue, l'univers semblera se vider. Il se transformera en un état similaire au vide dans lequel nous vivons déjà, mais beaucoup plus extrême. Le produit de la fusion du groupe local dérivera seul dans un océan d'obscurité en expansion constante. La formation d'étoiles se poursuivra pendant un certain temps en utilisant les réserves de gaz restantes. Finalement, tout le gaz sera consommé ou expulsé. La formation d'étoiles s'arrêtera. Les étoiles existantes évolueront tout au long de leur cycle de vie. Les étoiles de faible masse brûlent lentement leur carburant et peuvent survivre pendant des milliers de milliards d'années. Les étoiles de masse élevée, en revanche, consomment rapidement leur carburant, explosent en supernova ou s'effondrent en trous noirs. Dans des dizaines de milliers de milliards d'années, la population stellaire de la galaxie se sera transformée en naines rouges faibles, en naines blanches et en trous noirs. Après environ 100 000 milliards d'années, les dernières étoiles mourront. La galaxie ne contiendra plus que des restes stellaires. Les naines blanches se refroidiront pour devenir des naines noires. Les étoiles à neutrons ralentiront progressivement. Les trous noirs de différentes masses s'évaporeront lentement par le rayonnement de Hawking. L'univers entrera dans l'ère dégénérée, où aucune fusion nucléaire n'a lieu nulle part. Les planètes seront consommées par les restes stellaires ou éjectées pour errer seules dans l'obscurité. Toute civilisation qui survivrait jusqu'à cette époque serait confrontée à une crise énergétique majeure, les sources d'énergie traditionnelles étant épuisées. Au-delà de 100 000 milliards d'années, même les restes stellaires se désintègrent. Les protons peuvent être stables pour toujours, ou ils peuvent se désintégrer avec des demi-vies extrêmement longues, comme le prédisent certaines théories de la physique. Si la désintégration du proton se produit, la matière ordinaire, si les galaxies sont nécessaires pour que les observateurs existent, alors ils se trouveront nécessairement dans les régions où les galaxies se forment. Les vides contiennent moins de galaxies que la moyenne. Cela pourrait signifier que la probabilité que des observateurs apparaissent dans les centres de vide est plus faible que sur les bords de vide ou dans les filaments. Pourtant, nous voici, près du centre. Soit c'est un coup de chance statistique, soit il y a quelque chose dans les environnements de vide qui compense la réduction du nombre de galaxies et favorise l'émergence d'observateurs. Peut-être que l'isolement des vides protège la vie naissante des catastrophes cosmiques qui affligent les régions plus denses. Peut-être que l'évolution stable dans les vides offre de meilleures conditions pour la complexité que les interactions violentes dans les amas. L'hypothèse de la simulation, elle, offre une autre perspective. Peut-être vivons-nous dans cette obscurité pour des raisons qui pourraient dépasser l'astronomie elle-même. La vérité la plus fondamentale de notre existence pourrait être l'efficacité de calcul d'une simulation. Mais cette pensée ouvre la porte à une question beaucoup plus profonde, beaucoup plus troublante. Si notre univers est une construction avec des règles définies, qu'y a-t-il en dehors de cette construction? Qu'est-ce qui commence là où cette simulation se termine? En d'autres termes, si l'espace lui-même a une fin, que signifie au-delà? Dans notre prochaine vidéo, nous nous lancerons à la poursuite de cette question précise,
en repoussant les limites de la science et de l'imagination, l'espace et l'au-delà. Nous explorerons les possibilités ahurissantes de ce qui pourrait se trouver au-delà des confins de l'univers connu, des multivers à la réalité mère, en dehors de la simulation. Pour nous rejoindre dans ce voyage vertigineux et être témoin de l'un des plus grands mystères de l'existence, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Car, dans le prochain épisode, nous irons au-delà de tout ce que vous savez. D'ici là,